Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un véritable plaisir d'être en votre compagnie. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team et je vous invite à suivre le sommaire. Sommaire, la Grande Team présentée par Marie-Christine Degré vous propose ce soir LGT News. Focus, tournoi Maurice Revelot. Retour sur le parcours des éléphants espoirs en phase de groupe. Éléphant, lequel des compartiments de jeu vous rassure le plus? Ça fait l'actu. Bonne soirée sportive sur la 3. Comme à l'accoutumée, une question LGT pour nous accompagner tout au long de cette émission. Et la question de ce soir, lequel des compartiments de jeu vous rassure le plus en parlant des éléphants? Appelez-nous donc au 27 21 59 93 99. N'oubliez pas l'indicatif plus 225 ou écrivez-nous sur la page de la 3. On débute avec LGT News. LGT News. Cyclisme, avec la 4e journée du Tour de l'Est. L'Ascavel surprend, mais la SOA rassure. 2 demi-étapes ont animé la 4e journée de la 34e édition du Tour de l'Est qui se déroule actuellement. Dans cette compétition dominée de main de maître par les hommes de Soro Kaniji, Dagano Zakaria, le sociétaire de l'Ascavel, est sorti vainqueur de la demi-étape de Bongwanou avec un temps de 2h07 minutes 18 secondes. Une première depuis l'entame de l'épreuve, mais sa joie sera de courte durée puisque les militaires vont rattraper le coup quelques heures plus tard lors de 2e demi-étape reliant Akupé à Adzopé en terminant sur le podium. Rien ne change au classement général car Cissé Isiaka de la société Omnisport de l'armée reste leader de l'épreuve en cours. Écoutons-le en cet élément de nos envoyés spéciaux Guy Orlus et Béatrice Nicole. Pour nous, à mi-parcours de la route de l'Est, on garde toujours le maillot. Moi, je suis encore toujours leader. Je suis très content pour ça. Et aujourd'hui encore, j'ai mon coéquipier qui fait 1 et puis l'autre fait 2. On fait 2, 3, 4, 5 je crois. Ouais. Et c'est déjà génial pour nous. Et, on espère continuer sur cette allure jusqu'à la dernière étape. Et nous sommes très contents déjà que tout se déroule bien. LGT News. En prélude des éliminatoires de l'Afro-Basket Dame Zone 3 qui se tiendra à Abidjan du 30 juin au 2 juillet, les éléphantes ont entamé depuis ce lundi leur préparation. Sous la houlette du nouveau sélectionneur, Zoran Visic, une dizaine de joueuses révisent leurs leçons au Hall 1 du Palais des Sports de Trècheville. Pour cette première séance de prise de contact avec les présélectionnés, le technicien serbe a travaillé sur les schémas et la cohésion du groupe. Les éléphantes auront 2 semaines pour régler leurs automatismes avant le début des éliminatoires. LGT News. Jeux d'échecs, les 9e rencontres internationales des échecs francophones. La Côte d'Ivoire accueille la compétition en juillet. La Côte d'Ivoire abritera les 9e rencontres internationales des échecs francophones du 1er au 13 juillet prochain. La ville hôte n'est autre que Yamoussoukro qui réunira 47 pays participants. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée vendredi dernier à la Riviera par Justin Kwasi-Brou qui assure la transition à la tête de la Fédération ivoirienne des échecs. Nous nous apprêtons à organiser la Coupe du Monde de tous les pays francophones qui jouent aux échecs. C'est la rencontre de 47 pays ayant en commun la langue française, a expliqué le conférencier, avant de lancer un appel à l'aide pour la réussite de cet événement sportif au niveau de sa discipline. Nous souhaitons l'appui de l'État, car nous en avons besoin, a-t-il plaidé. Poursuivant, Justin Kwasi-Brou a annoncé pour bientôt la tenue d'une assemblée générale élective pour la désignation d'un nouveau président. LGT News. Football, Mercato. Evan Ndika est à Rome pour finaliser son transfert. Convoqué par Jean-Louis Gasset pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 contre la Zambie, Evan Ndika ne rejoindra pas les éléphants comme le sélectionneur français l'espérait. En effet, le solide défenseur de 23 ans se trouve actuellement à Rome pour régler les derniers détails de son transfert à l'AS Roma. Libre après avoir refusé de prolonger son bail avec Francfort, où il a évolué durant 5 saisons, Evan Ndika a passé hier la traditionnelle visite médicale. Un contrat de 5 ans le liera à la Roma. LGT News.
Maroc, un tournoi en Côte d'Ivoire. Avant la CAN 2023, le Maroc étudiera la possibilité d'organiser un tournoi en Côte d'Ivoire avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. C'est ce qui ressort des propos tenus par Walid Regragui à l'issue du match nul concédé à domicile en amical par sa troupe face au Cap-Vert 0-0. On ne va rencontrer que des équipes africaines jusqu'à la CAN. En octobre, on disputera un tournoi en Afrique, peut-être en Côte d'Ivoire. On s'habituera là-bas. Et si on peut rencontrer la Côte d'Ivoire, ça sera très bien. C'est l'objectif. Ça va nous habituer à ce qui nous attend, notamment des équipes un cran au-dessus du Cap-Vert, a fait savoir le sélectionneur des Lions de l'Atlas en conférence d'après-match. LGT News. Real Madrid. Luka Modric donne son avis sur le départ de Benzema en Arabie Saoudite. Présent en conférence d'avant-match contre les Pays-Bas en Ligue des Nations, Luka Modric est revenu sur le départ de Karim Benzema du Real Madrid. Le milieu de terrain croate n'en veut pas à son ancien capitaine qui a filé en Arabie Saoudite. Voici ce qu'il a dit au micro de Beansport France. Nemam nikakvu poruku, rekao sam već kad je Karim otišao šta mislim o njemu kao igraču i kao osobi. Naravno da nam je svima žao, ali na kraju krajeva svako bira put, svoj put i odlučuje u onom trenutku šta je najbolje za njega i kako želi da mu se karijera razvija i gdje želi igrati, gdje želi se natjecati. Tako da svako je tu bira za sebe, a naravno da je nama kao ekipi jako žao da izgubimo jednog tako velikog igrača, ali hvala mu za sve što je napravio i želimo mu naravno veliku sreću u daljnjoj karijeri. La magnifique équipe de ce soir est composée de Dorgelès, Roger Stéphane, Begriago et Henri Joël. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Comment vous allez, Dorgelès? Ouais, ça va bien. D'accord. D'attaque pour les 90 minutes? Ouais, ça va. Nous étions à l'instant avec les éléphants de Côte d'Ivoire, ça va. D'accord, merci pour l'information. Roger Stéphane et vous? Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir. Je vais très bien, toujours là. Il n'y a pas de souci, on va jouer 90 minutes. Begriago? Super bien. Prêt aussi? Je suis d'attaque, oui. Et Henri Joël? Ils sont tous d'attaque, je suis en défense. C'est vraiment. C'est très bien dit. On ouvre les débats justement avec la défense Henri Joël qui nous parle de Ndika. Et surtout un défenseur, Ndika. Voilà. Voilà. C'est très bien on fait. reste en défense. Effectivement. Voilà, Allons-y. c'est la pépite que la Côte d'Ivoire vient de piquer au Cameroun, il faut le dire, parce que Ndika est d'un père camerounais et d'une mère ivoirienne. Donc, il figure sur la liste de Jean-Luc Gassier. Malheureusement, peut-être il ne pourra pas venir avec les éléphants. Ou du moins, s'il vient, il manquera la petite préparation qui se fait actuellement. Donc, je laisse à parler de regroupement. Oui, cet après-midi, ils étaient du côté du lycée classique pour essayer quand même de répéter quelques gammes. Il n'était pas présent. D'ailleurs, il est du côté de l'AS Roma pour finaliser son contrat parce qu'il quitte Francfort pour signer à l'AS Roma. Voilà. Il faut savoir que Francfort n'a pas pu se qualifier pour la Ligue Europa. Par contre, où il va dans le club de la Roma qui va jouer les phases de groupe de la Ligue Europa. Donc, c'est un bon pour lui, je pense. Et la saison prochaine, il sera dans cette compétition. Est-ce qu'il sera toujours avec Mourinho, qui, en fin de saison, a tiré un peu sur ses dirigeants? On ne sait pas. Mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il va probablement signer du côté de la Roma. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, alors, est-ce que s'il ne vient pas, est-ce que ça laisse la porte ouverte à une chasse du côté des Camerounais? Parce que, pour l'instant, je pense que le petit continent, comme on l'aime les appeler, les habitants du petit continent n'ont pas encore digéré ce choix de Ndika. Donc, voilà. Donc, on sera situé à la fin de cette fenêtre. Est-ce qu'il pourra rejoindre les éléphants? Est-ce qu'il pourra connaître ce groupe-là pour essayer de se fondre dans le moule? Tout est en attente. On verra si finalement il finit très rapidement son contrat, de signer son contrat du côté de la Roma et qu'il puisse rejoindre. Parce que demain, ils vont s'envoler pour la Zambie, oui. Pour affronter l'équipe locale le 17. D'accord, bon, on reste en attente concernant Ndika. Roger Stéphane, Luka Modric. Oui, l'un des derniers dinosaures de l'ère Zinedine Zidane du côté du Real de Madrid. Il a 37 ans. Il est arrivé au club en 2012. Il a disputé 500 matchs avec cette équipe du Real de Madrid.
Eh bien, le débat est également ouvert sur son départ. Va-t-il partir, va-t-il rester? La presse espagnole en parle énormément, mais il se trouve que certains journalistes ont pu se rendre compte qu'il a décidé de prolonger d'une année supplémentaire du côté de l'équipe du Real de Madrid. C'est vrai qu'il n'a pas donc cédé aux propositions alléchantes de l'Arabie Saoudite. Et donc, après le départ de Ronaldo et KB9, certains avaient pensé que Luka Modric également allait s'exiler du côté de l'Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas le cas. Il a décidé de rester une année supplémentaire du côté du Real de Madrid. Il aura donc, après 38 ans, est-ce qu'il partira enfin? Ça, c'est certain. Maintenant, Luka Modric n'est plus très, très loin de la retraite. Il a 37 ans, Ballon d'Or en 2018. C'est le seul qui, après 15 ans de domination sans partage de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, est venu se mettre au milieu pour gagner un Ballon d'Or en 2018. Il perdait à l'époque la finale de la Coupe du Monde face à la France de Kylian Mbappé. Quel joueur celui-là? Pendant ces 15 dernières années, il a été aux côtés de Zlatan, Ronaldo, Messi, Benzema, quelques acteurs privilégiés qui ont fait vibrer le football dans le monde entier. J'adore ce garçon, il est extrêmement talentueux. Il sort d'un pays où il y a beaucoup de joueurs talentueux. Et donc, Luka Modric va rester encore une année supplémentaire au Real de Madrid. On va voir ce que ça va donner. Qui sera son nouveau coéquipier sur le front de l'attaque en remplacement de Karim Benzema, avec qui il a gagné ensemble 5 ballons d'or. On attend de voir, mais pour l'heure, Luka Modric est bien madrilène la saison prochaine, à moins que les choses évoluent dans les derniers instants du mercato. D'accord. Bereyago. Je vais rebondir sur Luka Modric, quand même, c'est celui qu'on appelle le Mozart croate du football international, quelqu'un qui a l'intelligence, le leader technique de cette équipe du Real Madrid depuis plus de 7 ans, 8 ans, qui règne encore, qui a une santé extraordinaire, qui est quelqu'un qui a une hygiène de vie de très haut niveau, c'est un joueur de très haut niveau, et qui règne sur le club madrilène depuis plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'aller voir ailleurs. Il a tout donné à ce club, il a tout gagné avec ce club. Et pour moi, aujourd'hui, je pense que comme Karim Benzema, c'est d'aller ailleurs, profiter de ce talent-là, comme l'Arabie Saoudite. Et je pense que Luka a tous ses moyens-là aujourd'hui pour encore jouer au haut niveau, mais je pense qu'il faut laisser la place au jeu. Et avec cette recrue comme Bellingham, pour moi, c'est le départ pour Luka Modric. Mais je pense qu'il manquerait au football européen parce que c'était la classe. C'est vraiment ce qu'on appelle en Italie, Furo Classo, c'est la première classe. C'est des joueurs de très très haut niveau. Et j'espère qu'il aura une autre carrière du côté de l'Arabie Saoudite. D'accord. Dorgelès, on termine le débrief des news avec vous. Ouais, moi, je vais revenir sur le cas Ndika, parce que 5 saisons à Francfort, est-ce qu'il a commencé à stagner? Non, parce que cette saison, c'est 44 matchs, surtout en championnat. Il a joué 30 matchs, 34 possibles. C'est pour dire c'est un titulaire indiscutable dans son club. Après, je me dis, il a les envies d'ailleurs. Il veut passer un cap parce que c'est ça aussi. Et aujourd'hui, je me rappelle, Gasset l'a dit lorsqu'il donnait la liste. Il a dit oui, aujourd'hui, ça sera difficile pour lui d'être avec nous parce que là, il veut changer de club, tout et tout. Mais après, je me pose aussi la question, si on savait très bien qui devait changer de club, qui devait bouger, pourquoi on a sauté sur l'occasion pour aller chercher le garçon, pour le convoquer? Mais après, c'est des éléments de réponse qu'on n'a pas, mais c'est bien parce que dans les duels aériens, il pourra nous apporter un plus. Après, Henri Joël l'a dit, il faut continuer à faire le forcing parce que pour l'instant, il n'a pas encore porté le maillot. Donc, on peut dire oui, et puis à la dernière minute, il y a des joueurs dans l'avion, il est en direction de Chelsea et puis l'avion va à Madrid après pour des signatures. Donc, sait-on jamais, on espère qu'on pourra l'avoir. J'avoue que j'ai vraiment envie de voir une défense centrale ivoirienne avec Sila Abaka et ce Evans. J'ai vraiment envie de voir ça. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va ressembler à du costaud, ces deux garçons en plein avenir. Mais en même temps, quand je le regarde comme ça, s'ils confirment évidemment avec les éléphants de Côte d'Ivoire sur peut-être la prochaine fenêtre de septembre, ce serait une bonne chose pour nous parce qu'après les départs certainement de Eric Bertrand Bailly et d'Elie Simon, je vois bien ce Ndika Evans, Sila Baka être vraiment les deux grands bonhommes de la défense centrale du côté des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est des garçons petits de talent. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Après, ça reste discutable aussi parce qu'il y a un garçon comme Agbadou aussi qui monte en puissance. Vous parlez des Sila Baka. Oui, mais Agbadou, aujourd'hui, c'est des garçons qui peuvent jouer en première ligue. Si jamais ils arrivent en première ligue, qu'ils ont des temps de jeu, je pense qu'au niveau de la défense de Côte d'Ivoire, ça sera difficile pour nous de pouvoir composer cette défense-là. D'accord, très bien, messieurs. Et lequel des compartiments de jeu vous rassure le plus? C'est la question LGT de ce soir. On en parle tout à l'heure dans l'actu. On marque une petite pause, juste le temps de la publicité. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, en direct jusqu'à 22 h et on passe au focus. Le tournoi Maurice Revelot, le point des éléphants espoirs. Les éléphants espoirs n'ont pu valider leur ticket pour les demi-finales du tournoi Maurice Revelot qui se dispute en France. Retour sur le parcours de nos pachydermes dans cette compétition. Bon, messieurs, fin de parcours des éléphants dans cette compétition, hein, Henri Joël? Oui, terrible. Ça ressemble un peu à au tournoi qui s'est déroulé du côté de Montaigu. Où nous n'avons pas pu nous hisser à la première place de notre poule pour espérer continuer la suite de la compétition. C'est la même situation qui se retrouve avec nous parce qu'il fallait finir soit premier ou parmi ou meilleur deuxième. Le meilleur deuxième, c'est l'équipe du Mexique qui a fini avec 6 points. Plus 3. Nous avons fini avec 5 points. Donc déjà, il y avait la différence d'1 point. Donc ce qui veut dire que c'est le Mexique qui se qualifie. Mais bon, on peut dire un peu de regret quand on connaît un peu le passé de la Côte d'Ivoire. Dans cette compétition, on a déjà remporté, on a déjà joué 3 finales qu'on a perdues. Mais ça reste quand même une bonne équipe de la Côte d'Ivoire dans cette compétition. On espérait mieux pour ces garçons parce que déjà, il faut savoir que c'est un très bon groupe. Ça, il faut le signifier. C'est un très bon groupe. Un mixte entre quelques jeunes joueurs du championnat et des joueurs évoluant sur le continent européen. Donc, on avait envie de voir cette équipe-là aller loin dans cette compétition afin de mieux juger de tout ce qui est en train de se préparer, non seulement au niveau des coachs et aussi au niveau du directeur technique national. Parce que, bon, mine de rien, on ne va pas se le mentir, il est un peu partout avec les équipes. Bon, je ne sais pas si c'est voulu par la fédération, mais il est un peu partout avec les équipes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Pour l'instant, on essaie de regarder. Parce qu'avec les jeunes de Montaigu, il y a eu un projet qui a été mis en place en ce qui concerne les moins de 17 ans. Ouais. Pour espérer les avoir d'ici 2024 pour les Jeux Olympiques. On espère que ça va suivre son cours. Pour ceux-là, c'est forcément l'équipe nationale, hein, la relève de l'équipe nationale qui se prépare. Ouais. Donc, comme je le disais, on avait envie de les voir. Peut-être un autre tournoi, peut-être une autre compétition viendra pour plus apprécier de la qualité, voilà, de la maturité aussi de cette équipe. Sinon, on a envie de voir mieux. D'accord. Bon, c'est bien dommage. Hein. Roger Stéphane, qu'est-ce qui a manqué véritablement à cette équipe ivoirienne? Je pense que c'est le deuxième match qui nous a créé des problèmes, hein, la défaite face à l'équipe du Maroc.
On a perdu 1-0 avec une frappe lointaine, mauvaise position de notre gardien. Je pense que c'est sur ce match-là qu'on peut avoir des regrets parce qu'on a produit du jeu face au Panama lors de la première journée. La première mi-temps était belle. On a dominé, on avait des occasions, on était dans le jeu. Après, on se voit égaliser, un but partout. On s'impose après au tir au but 5-3. Mais c'était un match qui avait montré un peu que il y avait un peu de fébrilité dans la gestion en fin de match de cette compétition. Maintenant, après, il y a eu la troisième journée. On a gagné le Japon 2-1, mais avant le Japon, il y a eu le Maroc. C'est ce match-là qui nous a fait très très mal, on s'est incliné. C'est un peu dommage. On termine meilleur deuxième de la compétition. Il en faut en prendre que le premier meilleur deuxième, parce que les 3 premiers chaque poules sont qualifiés. Bon, c'est un peu dommage. Je pense qu'il y avait de la qualité dans le groupe. Il y avait des très bons garçons. Maintenant, on n'a pas bien géré le deuxième match face au Maroc. C'est un peu dommage. C'est ça qui nous sort un peu. Sinon, après, il y a eu Panama, Japon. C'était bien. Mais ce n'était pas suffisant parce que derrière, le Mexique avait fait mieux que nous. Et les Mexicains sont passés parce qu'ils ont terminé meilleur deuxième de cette compétition. Oui. Dorgelès ? Oui, moi, je remonte jusqu'au premier match. Je ne dis même pas que c'est ce deuxième match. Je pense que c'est au premier match qu'on a laissé filer notre qualif. Il fallait tout simplement gagner le premier match et puis regarder venir le deuxième match. Même si on perdait, voilà qu'on gagne le Japon. Donc 6 points avec le nombre de buts, ça allait forcément faire la différence. Je pense qu'on a du mal. Même, je me rappelle avec le tournoi de Toulon qu'on a diffusé sur la 3, on avait bien commencé le Montaigu, autant pour moi. On avait bien commencé le match et finalement on se fait rattraper à la dernière seconde. Donc je sais pas. Après, Henri Joël a dit quelque chose de très important. On a notre DTN vraiment qui se retrouve partout. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des insuffisances aussi à son niveau? Parce qu'on a l'impression qu'on commence bien, on termine pas bien les matchs. S'il a fait le tournoi, le premier tournoi avec la première génération des U17 qui l'a vu venir, je pense qu'à lui aussi de se corriger pour les autres, parce qu'au fur et à mesure, on a l'impression que ça se répète. On finit mal les matchs, on perd, et puis à chaque fois, on n'est pas qualifié pour la suite. Donc, à un moment donné, on a des coachs ici qui ont appris, qui connaissent le métier. Il va falloir leur permettre de pouvoir s'exprimer aussi. À chaque fois, on ne va pas continuer avec nos DTN sur toutes les catégories. Il reste un peu, il va arriver à cet allure. Il y a longtemps, on finit match. Il y a très longtemps qu'on finit mal les matchs. C'est une aubaine pour ces jeunes-là quand même, de jouer ce tournoi-là. Maintenant, comme je dis, il faut une préparation. Est-ce que cette équipe s'est bien préparée? C'est ça la réalité. Mais pour moi, je pense que c'est une aubaine pour ces jeunes-là de se faire voir, de donner de la visibilité. Et puis après, comme on dit, c'est vrai, on veut se faire voir, on veut avoir de la visibilité, mais il faut avoir cet esprit de victoire, cette culture de la gagne. Et quand on voit le potentiel, il est extraordinaire. Mais maintenant, comment l'optimiser? C'est la grande question pour la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez les U23 qui ont joué au Maroc, c'est peut-être le plus gros potentiel vivant en Afrique. Mais maintenant, comment l'amener à un niveau? Comment cultiver cette culture, amener cette culture de la victoire? C'est la grande question pour les sélections. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne qu'en Côte d'Ivoire, il y a ce vivier-là. Maintenant, il faut inculquer cette culture de la victoire, de l'envie, de la détermination. Et si cela s'ajoute au talent, on peut avoir une grande nation plus tard. D'accord. Vous parlez des U23, justement. Est-ce que les plans n'ont pas été faussés du fait de présenter les U20 au lieu des U23, Henri Joël? Faussés, je ne pense pas, parce que, comme on l'a dit, le DTN, il est là. Qu'est-ce qui a été décidé au niveau de la fédération? Il n'y a pas eu suffisamment de communication autour de cette équipe, parce que pour le tournoi de Montaigu, on a été les voir, nous avons eu à échanger avec eux, et surtout il y a eu une conférence de presse où le DTN a donné un peu la ligne directive de cette équipe qui devait se rendre du côté de Montaigu. Là, on savait un peu, mais sur ce groupe, on n'a pas eu suffisamment d'informations. Donc, pourquoi les U20? Parce que les U23, quand ils étaient au Maroc, ils avaient fait une très bonne participation dans un tournoi. Il y avait Datro, il y avait Konaté Karim, il y avait Ouattara Brahima, Saïd Dion, voilà, tous ces joueurs-là. Malheureusement, ils n'ont pas pu être présents. Ou peut-être ils n'étaient pas dans la tranche d'âge des joueurs sélectionnés par la fédération pour aller jouer cette compétition. Pourquoi ils ont fait cela? On ne sait pas. Néanmoins, je pense que tout ça, ça permet de préparer peut-être les équipes futures pour d'autres compétitions. Parce que comme on le dit, c'est vrai que les U17 préparent aujourd'hui les JO, mais si on se rabat un peu sur les U20, on va s'en rendre compte que jusqu'à 2023, et surtout d'autres qui n'ont pas encore 20 ans,
ceux-là peuvent aider peut-être ceux qui sont un peu plus bas, c'est-à-dire les cadets, là, à représenter la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques. Donc peut-être c'est dans l'optique de toujours créer cette équipe-là pour 2024, parce que le gros challenge à venir, ce sont les JO. Il ne faut pas l'oublier pour les joueurs de cette catégorie-là. Donc je pense que c'est dans l'optique de créer, je dirais, cette très bonne équipe-là qu'on essaie de véritablement regarder au niveau de l'âge pour participer à ces genres de compétitions. Moi, il faut comprendre que c'est une continuité. Cette génération qui est aujourd'hui du côté de Toulon, c'est cette équipe que Dao avait fait gagner du côté du Togo. Donc c'est Dao qui devait conduire cette génération. Il connaît mieux les joueurs par rapport au DTN. Donc je pense que Dao a fait gagner cette équipe, les a développés. Maintenant, laisser Dao travailler parce que c'est lui qui sait comment leur parler, c'est lui qui a cette vision-là de son football. Et puis ces jeunes-là, vraiment, il y a de la qualité. On ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas Dao qui est aux commandes du banc technique. C'est beaucoup de questions qu'on se pose, mais c'est lui qui les connaît mieux parce qu'il les a pris en U17, c'est une continuité en U20 et son message passait très bien du côté des U17. On se pose beaucoup de questions. Néanmoins, on peut tirer des satisfactions de cette compétition de l'équipe ivoirienne. Comme dit Begriago, c'est le fait d'avoir réussi à exposer nos garçons. Faire des compétitions, jouer des compétitions, se frotter aux autres. Oui, ça fait plusieurs tournois maintenant auxquels on participe. J'ai vu par exemple ce tournoi, on parle d'âge, que certaines nations sont venues avec des équipes plus jeunes. Les Japonais sont venus avec les U19, les Français sont venus avec les U21. Donc il y avait un petit mélange dans ce groupe-là, U20, U23, etc. C'était bon. Oui, c'est bon de jouer, de faire ce type de compétition, parce qu'avec les équipes de jeunes, ce sont les compétitions, ce sont les rencontres, ce sont les sorties avec d'autres nations qui permettent aux garçons de s'aguerrir, de jouer ensemble, de préparer l'avenir, etc. Donc c'est une très bonne chose. Dedans, vous avez des garçons comme Fofana Datro, qui a fait un bon tournoi, je crois qu'il a mis un but, Kofi Ndri également, Konaté Aboudraman, Sogotogo, etc., etc. Ces garçons-là, ils jouent ensemble, ils évoluent ensemble, ils montent ensemble. Après, ça va donner un bon groupe. Donc, c'est la leçon à retenir. Maintenant, après, à ce type de compétition, il faut bien négocier tous les matchs. Tous les matchs, comme vous avez la possibilité de gagner, il faut les gagner. On ne l'a pas bien fait. On sort malheureusement. On a un dernier match là pour la 5e place qui va se jouer face à l'équipe de l'Arabie Saoudite. Il va falloir peut-être bien négocier ce match-là pour terminer au moins 5e, juste derrière le quatuor des demi-finales de cette compétition. Ce serait déjà un bon résultat. Oui, on jette un coup d'œil ensemble sur le parcours et le classement des éléphants espoirs à ce tournoi après les matchs de poule. Allez, lors de la première journée, Côte d'Ivoire-Panama, donc un but partout, au tir au but 5-3. Deuxième journée, Côte d'Ivoire-Maroc, on a perdu 1-0. Lors de la troisième journée, on a affronté le Japon. Victoire des Ivoiriens 2-1. Classement du groupe C, donc premier Panama, deuxième Côte d'Ivoire, troisième Maroc et puis quatrième Japon. Commentaire, Dorgelès? On va dire qu'on a mal négocié. Moi, quand je fais le résumé de ça, quand je regarde, je me dis que c'est au premier match que vraiment tout s'est décidé. Si on avait gagné le premier match, je pense que ça allait mettre beaucoup plus de confiance. On gagne au tir au but, mais c'est différent en termes de nombre de points. Donc, si on était bien rentré avec une victoire, je pense que ça allait libérer aussi les garçons et on allait pouvoir bien regarder le deuxième match contre le Maroc. À défaut de ne pas peut-être gagner le Maroc, il fallait aller chercher ce match nul-là pour faire le job contre le Japon. Mais contre le Japon aussi, ça a été difficile. Heureusement qu'on était concentrés. On ouvre le score ensuite. Le coup franc magnifique qu'on prend derrière. Mauvais positionnement, je veux dire, de notre gardien. Mais on va trouver de la ressource pour aller marquer ce deuxième but-là. Mais je pense qu'on a laissé filer nos chances de qualif lors de la première journée. Et c'est bien dommage. Oui, Dorgelès, vous parlez de buts. Et on revoit les images des buts des protégés de Ludovic Bateli. Y a-t-il des joueurs qui vous ont séduit durant ce tournoi? Begriago? Non, pas forcément, c'est le groupe. C'est vrai que j'ai un jeune comme Datro, mais Datro, c'est aujourd'hui le très haut niveau. C'est quelqu'un qui a de l'avance dans ce groupe-là. Mais moi-même, je ne sais pas pourquoi Datro est venu à ce tournoi. Aujourd'hui, il ne joue pas, et donc il faut laisser Datro grandir, se développer. Mais il a besoin de matchs aussi. Donc pour moi, c'est lui qui vient encore élever le niveau. Mais c'est un bon vivier. Il n'y a pas de joueurs qui restent réellement suivre cette compétition. C'est un groupe. Et dans ce groupe-là, vous savez, il y a des agents de joueurs qui vont choisir le profil qui les cherche pour moi. Est-ce qu'il faut croire à la relève avec cette équipe, Henri-Joël? Bien sûr. Vous avez dans ce groupe des garçons comme Doumbia Arafat, sur qui on peut compter d'ici quelques années. C'est vrai que peut-être le groupe n'est pas complet, puisque soit la Fédé, soit les entraîneurs ou le DTN a décidé de restreindre au moins de 20 ans. Sinon, il y a d'autres éléments très, très importants, notamment ceux qu'on avait cités ici, Saïd Dion et les autres. Mais dans ce groupe, vous avez Nguet Sanjan, qui, quelques années en arrière,
a fini presque meilleur buteur de notre championnat avec son club de Racing qui a fini champion lors de la période Covid. Vous avez Datro, il vient de citer, vous avez Doumbia Arafat, vous avez pas mal de bons joueurs. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il faut se concentrer sur les individualités au sein de cette équipe? Non, je ne pense pas. Il faut créer un groupe. Et je pense que ces gens de tournoi permettent à l'entraîneur, qui les connaît mieux, Dao, qui les connaît très bien, de créer un groupe. Donc, c'est pour cela que j'ai évoqué la situation du DTN dès ma prise de parole. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas intéressant pour le DTN de s'effacer et de permettre à ces équipes jeunes-là d'avoir le coach qui les suit dans chaque compétition afin que lui il puisse inculquer ce qu'il a envie d'inculquer à son groupe. Parce que sa présence aujourd'hui, pour moi, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire? Voilà. Si ça allait, si c'est en commun accord avec la fédération qui a décidé qu'il soit tout le temps avec ces équipes-là, pas de souci. Mais je pense que quand on a décidé de choisir un entraîneur pour conduire une sélection, peu importe la sélection, je pense qu'il faut lui laisser les mains libres afin de travailler et surtout de le juger sur les résultats de son travail. C'est le cas au Sénégal, hein, tout à fait. Je suis d'accord avec vous en rejoignant sur ce que vous dites parce que voilà, faut permettre à ces entraîneurs-là de pouvoir grandir avec les groupes, de connaître les joueurs, de mettre les systèmes de jeu en place parce que c'est eux qui sont, je veux dire, généralement au quotidien avec eux. Donc aujourd'hui, quand on a notre DTN qui gère ce rôle-là, on se pose la question, même s'ils sont là, donc c'est eux qui deviennent des adjoints du DTN. Donc finalement, quand il ne sera pas là, parce que le plus important, c'est la transmission. Il est là pour mettre en place peut-être un système adapté à toutes les catégories. Donc, vraiment, tu donnes, voilà, je veux qu'on joue en 4-3-3. Vous donnez les directives. Et puis, c'est au coach de pouvoir mettre tout ça ensemble pour que ça puisse prendre. Mais quand vous êtes là, je trouve que vous faites de l'ombre à ces entraîneurs qui doivent, pour moi, porter le projet. Le cas du Sénégal est là. On a permis aux Pape Thiaw, aux autres, de pouvoir grandir avec ces équipes-là et d'aller gagner des coupes au niveau du continent africain. C'est vrai, gagner et c'est faire des erreurs, c'est engager de l'expérience. Et je suis d'accord avec Dogès et Henri Jo quand ils le disent, c'est ça la réalité. Laisser Dao, lui, derrière, comme cheville ouvrière, corriger, donner des conseils et travailler ensemble et permettre à ce Dao-là de grandir. Parce que quand vous êtes entraîneur, si vous ne perdez pas de match, si vous ne faites pas de match nul, si vous ne gagnez pas, comment vous engagez de l'expérience? C'est des tournois où l'entraîneur va engager de l'expérience et on pense qu'aujourd'hui, Dao a quand même ce bagage, ce vécu-là pour les conduire, même s'il fait des erreurs. C'est ça où il engage de l'expérience, je pense. Oui, les éléphants à espoir disputeront ce jeudi le match pour la 5e place. Et ce sera face à l'Arabie Saoudite qui a terminé 2e de la poule A. Messieurs, comment vous voyez cette rencontre? Roger Stéphane. Attention, ça pourrait être un match à piège quand même. Oui. Comme vous dites, l'Arabie Saoudite a terminé 2e du groupe A avec 5 points derrière la France. Elle a fait match nul, je crois, avec la France 2-2. Puis après, s'est imposée au tir au but. Elle a été battue par le Venezuela 3-0. Donc, une équipe qui est capable de faire un bon match face à la France et s'est fait battre par le Venezuela. Bon, elle est un peu imprévisible. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Je pense que le challenge pour les éléphants, c'est de bien finir le tournoi. On avait la possibilité d'être dans le dernier carré des demi-finales. Ce n'est pas le cas. Maintenant, il faut bien finir le tournoi en négociant ce match face à cette formation de l'Arabie Saoudite qui n'est pas à négliger, qui a déjà fait de belles prestations, notamment face à la France. Maintenant, on attend de voir ce que ça va donner sur ce match de la 5e place face aux éléphants. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur Fofana Datro, qu'on attendait plus avec les seniors, qui est maintenant rétrogradé aux espoirs. Mais après, moi, je suis tout à fait... C'est mon avis. Moi, je suis d'accord d'être avec les U20. Ça permet à Datro de grandir tout doucement. Parce que ça ne sert à rien pour moi de venir en équipe première et par moment de ne pas jouer, de ne pas être titulaire. Aujourd'hui, on sait avec la situation à Chelsea, il n'est pas en griffe, il n'est pas avec les A. Généralement, il descend les U23, les réserves où il joue. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Datro a besoin de prendre de la maturité. Je suis pas contre totalement son transfert à Chelsea, mais j'aurais aimé qu'il soit comme dans des clubs Brighton, qui joue peut-être la moitié de tableau, pour être toujours en jambe, pour être titulaire, pour se développer. Aujourd'hui, le voir avec cette équipe des U20, vous voyez, il était le capitaine, Saboudi, c'est lui qui porte l'équipe. Donc, là où il a la possibilité de s'exprimer, de grandir, parce que dans 5 ans, c'est eux qui vont prendre la relève de l'équipe nationale au niveau de A. Donc, je pense qu'on ne saute pas les étapes tout doucement, parce que, pour moi, il lui manque encore pas mal de choses pour pouvoir
doit s'affirmer en équipe A. Donc pour l'instant, à ce stade de sa formation, moi, oui, je suis d'accord avec les U20. On va grandir les U23 au fur et à mesure. On va se mettre en confiance. Et puis ensuite, ça va s'imposer. Et quand le moment va arriver, il sera avec l'équipe première. Okay. Regardez un peu, regardez un peu Amad Diallo. C'est transféré du côté de Manchester City. Oui. La première était vraiment difficile. United. Et après, on a prêté. On a vu ce qu'il a fait pendant son prêt de côté de Sunderland. Donc aujourd'hui, pour dire que ce que dit George est vraiment important, permet aux joueurs de se développer. Il vient d'arriver à Chelsea, le boom autour de lui, il est jeune, on peut comprendre que ce soit vraiment difficile. Il rentre dans un groupe où il y a des joueurs de niveau mondial, il vient d'arriver. Donc je vais y revenir, c'est vrai, ça amène de l'humilité. Mais ça amène aussi à gagner de la confiance en tant que capitaine. On espère qu'il va se rebattre. Et puis après, ce qu'il faut faire, comme l'a dit Dojires, il faut le laisser aller dans un club moyen. Mais je dis qu'aller à Eindhoven, aller dans les petits ces clubs-là, où il n'y a pas de pression pour ces jeunes joueurs-là, leur permettre de grandir. Et puis après, ils vont se développer et puis devenir de très grands footballeurs. Roger Stéphane? Non, je suis un peu d'accord avec eux, mais je veux dire, les différentes prestations de ce type-là dans les tournois avec les sélections de jeunes, ces prestations ne vont pas suffire forcément. Il est avec les U23, il est avec les U20. Bon, ça ne va pas suffire. Ce qui va suffire, c'est de trouver sa place dans son club. Là, il a signé à Chelsea. C'est une signature sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire parce qu'aujourd'hui, il ne joue pas véritablement. Est-ce qu'il a les moyens de s'imposer dans ce club? Je n'y crois pas trop. Maintenant, après, c'est peut-être chercher à faire un bon choix dans un prêt pour aller se retrouver dans un club pour avoir du jeu. C'est le jeu en club régulièrement, à mettre des buts, à faire de belles performances qui vous permet d'avoir plus d'assurance et d'intégrer l'équipe de A. Parce qu'à cet allure-là, s'il n'est pas régulier avec Chelsea ou avec un club, il aurait normalement du mal. Mais j'ai le sentiment que c'est un garçon que les sélectionneurs aiment beaucoup. Parce qu'il est avec eux dans ces équipes de jeunes. Il apporte un plus, il est un petit leader. C'est bien, mais à mon avis, s'il continue dans ce sens-là seulement, ça ne va pas suffire. Il faut qu'il arrive à s'imposer dans un club, jouer, avoir du temps, avoir des performances, avoir de la confiance pour pouvoir un jour prétendre venir avec les A. Parce que le poste qu'il a là avec les A, il y a du très beau monde en ce qui concerne la bande agacée. Il faut qu'il se mette au travail tout simplement, notre Fofana Datro. Henri-Joël, votre avis? Moi, je pense que la fédération fait très bien de toujours garder ses joueurs, d'avoir toujours un œil sur ses joueurs. Il y a eu le tournoi du Maroc où les 23 ans étaient concernés avec tous ceux qui sont présents là. Aujourd'hui, parce que la sélection A, c'est, comme on a tendance à le dire ici, c'est la sélection des meilleurs joueurs du moment. On sait tous que Datro n'a pas été régulier avec son club de Chelsea. Il n'a pas eu suffisamment de temps de jeu pour qu'on sache ou pour qu'on le qualifie ou qu'on le mette au niveau des autres joueurs en forme du moment. Même si souvent, il y a des joueurs qu'on retrouve qui, pour moi n'ont pas leur place au sein de l'équipe. Mais bon, OK, on va passer là-dessus. Maintenant, ne pas l'appeler en équipe A et le prendre avec les moins de 20 ans, on lui dit, c'est un message qu'on lui envoie. Et surtout, il a le brassard de capitaine. On lui dit, monsieur, c'est vous qui allez tirer cette équipe-là vers le haut. C'est-à-dire, on vous suit, on vous regarde. Et en fonction de vos performances, en fonction de ce leadership-là que vous prenez, parce que mine de rien, ceux qui sont là, dans quelques années, ils s'en iront tous. Oui. La sélection va appartenir au Datro, au Amad Diallo et aux autres. Donc aujourd'hui, il est en train de faire ses armes avec les plus jeunes. Ne pas venir avec les plus grands, pour moi, c'est pas une fin en soi. Mais le conserver avec les plus jeunes, c'est une sorte de flambeau qu'on est en train de passer petit à petit. Et d'ici quelques années, bon, voilà, il sera aguerri. Pourquoi pas un prêt du côté de la France, peut-être c'est ce que j'ai entendu quelque part dans les couloirs, un prêt du côté de la France, un championnat qui est médiatisé, donc on aura la possibilité de le suivre chaque week-end, de voir ses performances, et d'ici quelques années, pourquoi pas. Ça peut même commencer en août avec les championnats qui vont débuter. S'il est performant, il va rejoindre l'équipe A, mais s'il ne l'est pas, il va rester toujours avec les moins de 23 ans et continuer son ascension. D'accord. Bon, très bien, messieurs. Le sport, c'est aussi des chiffres et des statistiques. On part donc pour les stats du jour. « 23 ». En remportant Roland-Garros, Novak Djokovic a décroché le 23e grand chelem de sa carrière. Le tennisman serbe dévance l'Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer qui compte respectivement 22 et 20 titres majeurs. 29.
Riyad Mahrez est le 29e footballeur africain à soulever la Ligue des champions de l'UEFA. L'attaquant de Manchester City est seulement le 2e Algérien titré après Rabat Majer, vainqueur avec le FC Porto en 1987. 48. Avec 48 buts marqués en 30 matchs, le Racing Club d'Abidjan détient la meilleure attaque de la Ligue 1 cette saison devant la SOA, 45 buts, et le FC San Pedro, 39 buts. Bon, messieurs, quelle appréciation faites-vous de la performance de Novak Djokovic, Henri Joël? Exceptionnel. Oui. Exceptionnel, Djoko. Djoko. Le jockey, aujourd'hui, c'est... Bon, la discussion revient toujours, le même sujet revient à ce qu'il est le meilleur joueur de tennis de tous les temps. D'aucuns diront Federer, d'autres parleront de Nadal, mais moi, si je dois essayer de décrire un peu Djokovic, c'est un mix de Nadal et de Federer, parce qu'un très bon défenseur au niveau du tennis, il fait partie des meilleurs serveurs au niveau du tennis, et c'est un joueur qui, comme par exemple Nadal, est capable de tennis sur 5 heures. Jouer 5 heures, il est capable de le faire. Il est capable d'allier technique, comme le fait Federer, et surtout d'allier aussi endurance, comme le fait Nadal. Donc, c'est exceptionnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a 36 ans et il est encore performant. Donc, ce qui veut dire que d'ici quelques années, on peut même essayer de lui... il peut essayer de décrocher 2 autres titres de Grand Chelem et mettre le total à 25. Et là, peut-être, je pense qu'il n'aura plus de débat en ce qui concerne le GOAT au niveau du tennis. Moi, c'est le joueur de tennis le plus complet de l'histoire. C'est ça. C'est le plus complet. Mais surtout, c'est un combattant, c'est un guerrier extraordinaire. Quelqu'un qui vous le voyez rarement douter. Quand il est mené, il est toujours serein. Il sait forcément qu'il va gagner. Donc, c'est un super grand champion. Aujourd'hui, c'est pour moi, pour beaucoup de sponsors, ce n'est pas un produit marketing. Beaucoup parlent de Nadal, beaucoup parlent de Federer, parce que ce sont des produits marketing. Ils sont aimés sur le circuit. Mais ce monsieur, là, Djoko, pour moi, c'est le plus grand. Il faut dire la vérité. Il a tout. Il est très fort sur gazon, il est très fort sur terre battue, il gagne partout. Et aujourd'hui, c'est des sportifs comme ça qu'on doit chercher à ressembler. Il est frais physiquement. Aujourd'hui, comme on l'a dit, à son âge, c'est qu'il bat des jeunes facilement, il est présent sur toutes les choses à 36 ans. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est le numéro 1 au niveau du tennis de tous les temps. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est le meilleur Djoko, même si aujourd'hui, ce n'est pas un produit marketing, comme je disais tout à l'heure, comme Federer et choses comme on l'appelle Nadal, mais c'est le meilleur de tous les temps. Bonjour Stéphane, vous pensez que c'est le GOAT aussi, Djokovic? Oui, mais si on regarde les chiffres parlent pour lui. Hein. C'est vrai que moi, je suis un peu nostalgique de John Borg, McEnroe, Pete Sampras, Boris Becker et autres. J'aime bien le style de Roger Federer, j'aime les artistes, mais Djokovic n'est pas le plus beau, il n'est pas le plus stylé, mais je pense qu'il est le plus complet. Il est le plus complet. Jouer en fond de coup, monter au filet, coup droit, revers du gauche, il a quasiment tout. Il a fait souffrir énormément Federer, il a fait souffrir également Nadal. Donc, en l'état actuel, oui, c'est un excellent joueur. C'est un tennisman très, très complet. Et puis, il est très sympa. Il a beaucoup d'humour de temps en temps. Donc, oui, il a peut-être ça. C'est vrai que ce n'est pas mon préféré dans le style, mais en termes de jeu complet, je pense que Djoko a fait mieux que tout le monde et ça, c'est à son avantage. Donc, je laisse. Alors moi, je suis plutôt Federer, faut le dire. Donc, non. Après, en termes de compétiteur, c'est un grand compétiteur. Il ne lâche rien. Il ne faut pas se dire déjà avec le premier set, vous avez gagné. Non, il est capable de vous bousculer jusqu'à la fin. Après, c'est la marque aussi des grands, parce que ils l'ont dit, hein, il a réussi à bousculer Nadal, bousculer Roger Federer. Aujourd'hui, c'est lui qui, pour moi, en termes de numéro 1, c'est pas volé, quoi. Il est à sa place et puis Henri Jo l'a dit, s'il complète deux ou même 3 autres grands chelems, allez, il va rentrer au Panthéon, mais pour l'instant, l'histoire de GOAT, là, c'est encore à revoir. Moi-même, c'est votre avis. Parce qu'en fait, on aime bien... Les chiffres sont là. Oui, on aime bien Roger Federer. Oui. Même Nadal est redoutable aussi. Mais on aime bien Federer à cause de son style. C'est le tennis avec beaucoup de style, de qualité technique, les coups fouettés, les montées au filet, les amortis, les contre-amortis. Mais pour l'instant, on tient compte des chiffres. Maintenant, les chiffres sont là. Voilà. Djoko, il a les chiffres. C'est pas un contrainte qu'il y a d'autres qui jouent comme le City, il y a d'autres qui jouent comme José Mourinho. Voilà, tu as tout dit. C'est les trophées à la fin. Oui, Henri Joël. C'est le dernier des 4 fantastiques. Ils étaient 4 à un moment. Djokovic, Andy Murray, Roger Federer, Rafael Nadal. C'est le dernier qui est toujours très très performant parce que Nadal, il a été
qu'il a été un peu freiné par les blessures, parce qu'il faut reconnaître que Nadal... Il aura du mal à revenir, lui. Très physique, son jeu demande assez de force, assez d'endurance. Donc, par moments, le corps ne tient pas, ne répond plus. Donc, il était absent sur son champ, c'est-à-dire Roland Garros, il n'était pas présent. Peut-être il va revenir, Nadal peut-être il va revenir. Il a dégringolé au niveau du classement, il va se retrouver peut-être au-delà de la 100e place, je ne sais pas trop. Murray, bon, s'il n'est plus le Murray d'avant, donc lui aussi freiné par les blessures. Djokovic, Federer étant à la retraite. Donc est-ce qu'il ne sera pas le seul à continuer parmi ces 4 fantastiques? Peut-être oui, peut-être non, si Rafael Nadal revient. Maintenant, il aura de la concurrence. Est-ce que cette concurrence, ça pourra tenir face à Djokovic? On ne sait pas. Le seul capable de tenir, à un moment, c'était le jeune Alcaraz, qui malheureusement, sur la demi-finale, s'est blessé. Du coup, les autres qui sont là, Tsitsipas, Medvedev, Holger Rune, Casper Ruud, est-ce qu'ils pourront rivaliser avec ce monsieur a fait vraiment peur. Novak Djokovic? Non, Novak, il fait vraiment peur. Aujourd'hui, il y a cette réalité-là. Comme le disait ce jeune Espagnol, Alcaraz, quand vous le croisez, la pression, elle a un niveau à son paroxysme. Et si vous n'arrivez pas à supporter cette pression, ça devient vraiment difficile. On le connaît. Si aujourd'hui, des grands confédérés, Nadal, ont craqué, pour moi, pour les deux, c'est fini. Parce que je ne suis pas sûr, comme l'a dit un jour que Nadal revienne avec ses blessures, son tennis qui est puissant, qui est agressif, mais surtout qui est physique. C'est vraiment difficile. Mais lui, il a une fraîcheur physique. Parce qu'il connaît son corps, il prend soin de son corps. Et je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup, c'est vraiment difficile de le rattraper. Très bien. Bon, messieurs, on a aussi Riyad Mahrez, en gagnant la Ligue des Champions. Est-ce qu'il n'entre pas désormais dans la cour des légendes du football africain? Dorgelès? Non, je dirais oui. Pourquoi? Un grand oui même, parce que gagner la CAN aujourd'hui, la Ligue des Champions, et rentrer dans la cour des grands, parce que ce n'est pas permis à tout le monde. On a même discuté à un moment donné avec notre sélection. On n'a pas... Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est difficile, mais c'est difficile de voir des Africains dans des top clubs aujourd'hui jouer la Ligue des Champions, aller la gagner. Et vous avez un joueur comme Riyad Mahrez, fantastique, Leicester, une année magnifique, il se retrouve à City, même si... Au départ, ça joue un peu après, toujours sur le banc de touche, mais à chaque fois qu'il rentre, il apporte la percussion, de la rapidité, un véritable aussi, buteur aussi dans cette équipe de Man City. Non, il est rentré dans la cour des grands, félicitations, il a travaillé pour ça. On le sait, avec tout le talent qu'il a, à un moment donné, il pourrait avoir des envies de départ parce qu'on n'est pas titulaire avec l'Algérie, on sait que ça se passe bien, il a gagné la CAN. Donc aujourd'hui, gagner la Ligue des Champions, pour moi, il est au sommet de son art. Est-ce qu'il a le talent des Rabat Madjer, des Abedi Pelé, des Belloumi, des Yaya, des Drogba? Bon, tous ceux-là ont gagné cette Ligue des Champions. Les grands joueurs africains, ils sont 26 au total. Oui. Alors, il y a 11 qui ont gagné la CAN et la Ligue des Champions. Riyad Mahrez est parmi ces 11. Il y a 5 qui ont gagné la CAN, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Oui. Riyad Mahrez est encore dans le lot très restreint de ceux-là. Donc sur cette victoire-là, il est rentré dans une cour très très réduite de quelques rares joueurs qui auront tout gagné quasiment dans leur carrière. Parce que est-ce qu'on va demander à un joueur africain d'aller gagner la Coupe du monde de football? Ça, c'est notre débat. On peut gagner, le Maroc est passé à côté. C'est tout ce qui lui manque. Cela ne vous surprend pas de voir qu'il est seulement le 2e footballeur algérien à réussir cette performance? Justement, oui, parce que quand on y pense un peu, c'est la vérité. Voilà. Ça fait longtemps quand même que l'Algérie... Rabat Madjer en 88. Bon, là, en 87. 87, voilà. 87. Au fur et à mesure, on recule. Avec Porto. Avec Porto. Avec le but, la Madjer. Les deux vétérans. Essayez de relater celui-là, parce que là, quand on parle de 87 et autres, là, bon, nous autres, là, bon, vraiment, on était encore très très loin. Mais pour dire que quand même, l'Algérie, c'est un grand pays. Oui. Et voir que c'est quand même le 2e joueur qui arrive à remporter la Ligue des Champions, c'est quand même étonnant. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, combien ils ont gagné le Ballon d'Or? Le Ballon d'Or? Il y en a 2. Deux Ballons d'Or. On parle de la Ligue des Champions. On parle de la Ligue des Champions. On a eu Yaya, on a eu Kalou. Oui, il y a beaucoup quand même. Oui, quand même. Donc voilà. On a eu 3. Oui, 3. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup. Donc voilà, c'est pareil un peu partout. Pour un pays comme si vous allez au Cameroun, est-ce qu'il y a beaucoup qui ont gagné le Ballon d'Or? Ngitap,
On parle Eto'o, ballon d'or, on parle de la Ligue des Champions. Ligue des Champions, qui tape Eto'o, il n'y en a pas beaucoup également. Même si vous allez au Maroc. Est-ce que Guy Tape, il a remporté? Oui, je On crois. parle de la Champions League, pas de ballon d'or. Bon, très bien, messieurs. Donc, il n'y en a pas beaucoup dans beaucoup de pays en tout cas. Vous allez vous mettre d'accord Après, hors antenne. hors antenne. Petite pause. On se retrouve tout juste après. À tout de suite. Amoureux du sport, vous suivez votre rendez-vous quotidien La Grande Team. Et sur la 3, nous sommes en direct toujours avec Dorgelès, Roger Stéphane, Begreyago et Henri Joël. Il est temps à présent de passer à l'actu. Vu les nombreuses défections dans ses rangs, la sélection ivoirienne sera amenée à s'appuyer sur des potentiels titulaires inhabituels face à la Zambie ce samedi 17 juin dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Faut-il s'inquiéter de la solidarité de certains compartiments du jeu? Cette vidéo préparée par la rédaction plante le décor avant le débat. On y va. Sachez que le téléphone est ouvert pour participer justement au sujet de l'actu. Éléphant, lequel des compartiments de jeu vous rassure le plus? Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Messieurs, à vos panonceaux, oui ou non, quel compartiment de jeu des éléphants vous rassure le plus face à la Zambie? Non, pas de panonceaux. Donc voilà, soulagé. Voilà, parce que là, parce que vous allez... Quand même, j'ai vu vos visages. Non, pas de panonceaux. Mais déjà, avant d'avoir vos réponses sur la page Facebook de la 3, on a Diomandé Ahmed Daouda qui nous dit « Tous les compartiments de l'équipe ivoirienne sont rassurants. Si nos joueurs jouent collectivement, surtout en attaque, je pense que nous pouvons aller loin et même remporter cette coupe. Encourageons-les, car ils ont aussi besoin de notre soutien pour progresser. » On a aussi Atien Yao Donatien qui dit « Quant à moi, je pense que c'est notre attaque qui rassure et notre milieu qui est un peu bon. Avant la CAN, il nous faut trouver un bon gardien qui rassure, car un bon gardien peut nous faire gagner notre CAN. » Begreyago, quel compartiment vous rassure? Moi, je pense que c'est quand même un peu le milieu de terrain. C'est là où nous avons le plus grand potentiel. Et c'est là où il y a cette flexibilité extraordinaire de ces milieux de terrain qui sont devenus des buteurs. Oui. C'était pas seulement les fonctions. Vous prenez Seko, Ima, vous prenez Kessié, Ima, vous prenez Sangaye, Ima. C'est là aussi où on a besoin de complémentarité et d'équilibre. Vous savez, donc je pense qu'il y a des joueurs même qui ne sont pas en sélection aujourd'hui. Je pense à un jeune comme Abi Maïga qui peut nous faire beaucoup de bien dans la récupération du ballon. Donc c'est vraiment un potentiel extraordinaire. C'est là où moi j'ai plus de certitude, mais c'est là aussi, je dis la vérité, que là nous avons souvent aussi beaucoup de problèmes parce que là, il faut trouver cette complémentarité et cet équilibre-là. Et très souvent, on ne l'a pas trouvé. Henri Joël? Peut-être je vais vous surprendre en disant que... Surprenez-nous. Moi, tout me rassure. Tout me rassure parce que c'est vrai qu'on a évoqué le cas des gardiens de but. Aujourd'hui, on va envoyer des zones positives à nos gardiens. Et puis, voilà, espérer que tout aille pour le mieux. Parce que quand on partait en 2015 à la CAN, Gougou n'était pas parmi les meilleurs gardiens d'Afrique. Il n'était pas parmi les meilleurs. Il n'était même pas le titulaire de l'équipe. Mais il a fait une très bonne CAN. Il a eu la confiance de l'entraîneur. Et derrière, on a vu ce qui s'est passé. Sauf qu'en finale, c'est Copa qui vient. Et puis, ben voilà, la suite, on la connaît. Donc aujourd'hui, et la même histoire s'est un peu présentée du côté du Cameroun avec avec Gowo, cette fois-ci, qui est freiné par cette décision de la CAF. Il y a Badra, à qui on ne faisait pas suffisamment confiance, mais qui a fait, pour moi, une CAN sérieuse. Donc, quand on laisse les gardiens de but, on vient en défense. Quand on prend individuellement aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Parce que, mine de rien, on parle du Maroc, on parle du Sénégal, on parle des autres, mais les défenseurs ivoiriens sont très, très bons quand on les prend individuellement. Vous avez aujourd'hui des jeunes comme Kosonou, vous avez Agbadou, vous avez Ndika qui vient d'arriver. Vous avez même Bamin qui peut jouer en défense. Quand on part au milieu, vous avez, je dirais, peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain. Sauf que, surtout au niveau des noms, vous avez Kessié, qui même s'il ne joue pas du côté de Barcelone, a beaucoup d'expérience. Vous avez Sangaré qui, pour moi, aujourd'hui, fait partie des meilleurs sur le continent africain. Vous avez à côté Séri Jean-Michel qui se débrouille très, très bien. Et parmi ceux qui ne sont pas appelés, vous avez Ismaël, vous avez Habib Maïga, vous avez Aoulou,
qui peuvent aussi apporter quelque chose d'extraordinaire. Monsieur Fofana. Et c'est il faudrait qu'il accepte de venir. D'accord. Maintenant, quand on part Oui. en attaque, parce qu'on a évoqué les 12 absents, quand on regarde les 12 absents, la majorité, ce sont des joueurs qui sont sur le front de l'attaque, combinés à ceux qui sont venus aujourd'hui, Simoa Dengra et les autres, je me dis que tous les compartiments Tous les compartiments il faut sont maintenant bons. aux sélectionneurs trouver, comme Abeuré l'a dit, la complémentarité parmi tous ces joueurs-là pour former une très bonne équipe. Très On a bien, bien Henri la Joël. canne, c'est fini. Vous permettez, monsieur, on a monsieur Aboulaye Fofana qui nous appelle le Logoualé. Monsieur Aboulaye Fofana, bonsoir. C'est ça. Bonjour Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous? Je vais très bien aussi, merci. Ouais, bonsoir Roger Stéphane et tous les autres sur le plateau. Pedro Yago. Oui, Bonsoir. D'accord. Nous, On vous Pedro Yago, écoute. c'est l'autre époque, hein? Voilà. Les chevauchés terribles sur le côté. C'est gentil. Bon, on vous écoute, monsieur Aboulaye Fofana. Voilà. Concernant, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. D'accord. Alors, une équipe de football, je crois que c'est... Il faut que la mayonnaise prenne. Parce que si on dit c'est le milieu qui est bon, vraiment, ils vont prendre tout le match. Et puis, ça va pas bien se passer. Ok. Donc moi, je souhaite que l'encadrement technique vraiment fasse en sorte que le mayonnaise prenne de l'attaque, du milieu et puis derrière. Et là, vous avez vu l'Inter jouer dans la finale contre Kiki. Oui. Vraiment, cette équipe-là est complète. On ne sait pas qui joue en défense, on ne sait pas qui joue derrière. D'accord. Et tout le monde joue partout. Moi, je souhaite que les éléphants jouent comme ça, qu'on ne mette pas quelqu'un dans un rôle de défenseur, de milieu ou bien d'attaquant. Voilà, c'est mon souhait. Je n'ai pas envie de dégager un secteur tout de suite là. D'accord. Et c'est pour moi dire n'importe quoi. D'accord, ne dites pas n'importe Voilà. quoi, monsieur Aboulaye Fofana. Merci Voilà. beaucoup. Bonsoir, portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Roger Stéphane. Est-ce qu'il y a un secteur qui est rassurant dans cette équipe des éléphants? Oui, moi je fais un choix. C'est le milieu de terrain. D'accord. Parce que notre milieu de terrain n'a rien envié aux grandes équipes. C'est peut-être l'un des meilleurs sur le continent. On a Seri Jean-Michel, on a Franck Kessié, on a Seko Fofana, on a Sangaré Ibrahim, on a Gbamin ou Gbamin. Pour ne citer que ceux-là, parce qu'il y a d'autres garçons. Tous ces garçons-là sont de très gros travailleurs. Des bons récupérateurs au milieu du terrain, mais qui savent également se projeter vers l'avant. Parce qu'ils savent tous mettre des buts. Sangaré Ibrahim est le meilleur buteur de cette formation des éléphants, depuis sous les Gassé. Kessié marque des buts, il sait marquer des buts. Seko Fofana le fait aussi très bien avec l'équipe de Lens, il marque des buts. Donc on a des potentiels attaquants, potentiels buteurs qui sont capables dans leur jeu, aussi bien dans la récupération, travailler normalement au milieu de terrain, mais en même temps se porter vers l'avant pour soutenir ceux qui seront sur le front de l'attaque. Donc oui, moi j'adore ce milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire. J'ai l'habitude de dire que si j'étais à la place de Jean-Luc Gasset, je bâtirais la force de mon équipe sur le milieu de terrain. Parce que pour gagner une compétition, à la vérité, il faut avoir une très bonne défense. Parce que si vous n'encaissez pas, vous ne perdez pas. Mais la plupart du temps, le football se joue au milieu de terrain. Si vous gagnez votre duel au milieu de terrain, si vous gagnez le combat au milieu de terrain, si vous dominez le milieu de terrain, vous avez plus de chances de gagner le match. Et comme on a des joueurs extraordinaires, Seko en pleine forme, Sangaré en pleine forme, Kessié, s'il est un grand joueur capable, c'est Jean-Michel en sentinelle devant la défense, oui, on peut construire sur ce milieu de terrain qui, à mon avis, est la véritable force de cette formation. Sur le front de l'attaque, on n'a pas encore trouvé la bonne combinaison autour de Sébastien Haller, qui pour moi est peut-être le joueur clé. En défense, il y a encore des solutions à chercher. Côté gauche, double côté gauche, combinaison dans l'axe, on n'a pas trouvé. Mais par contre, au milieu de terrain, oui, on a des garçons au milieu de terrain. Si Gassé m'entend, il faut construire cette équipe à partir de notre milieu de terrain. C'est à partir de ce secteur de jeu-là que nous sommes plus forts et que nous pouvons peut-être gagner tous nos matchs face aux grandes nations de football. D'accord. Merci beaucoup, coach Roger Stéphane. Si vous étiez à la place J'ai le numéro de Gassé, Gassé. après, je le passe. Allez l'appeler. On a M. Fofana Média qui nous appelle de Boaké. M. Fofana Média, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Et c'est vous? Très bien, merci. Voilà. La table vous Bonsoir la salue. grande. Salut. Bonsoir, monsieur. On vous écoute, M. Fofana. Arrive, comment ça va? Ça va bien. Monsieur Fofana, on vous écoute. Lequel des compartiments de jeu vous rassure le plus? Bon, le compartiment qui me rassure un peu, c'est... Oui. Je crois que mon ami Roger Stéphane m'a dévancé un peu. Parce que moi, je voulais parler le milieu. Le milieu, là, c'est la partie sauf qui me compartiment. Sinon, à part ça, la défense, vraiment... Bon, peut-être qu'avec le niveau arrivé,
Et nous, peut-être que la manager va prendre par là. Sinon, il n'y a pas bon défenseur, il n'y a pas bon attaquant. D'accord. Voilà. C'est ce que moi je constate au niveau de notre. Le milieu, encore, le milieu fait leur rôle, comme c'est dit. Surtout Sanaré, vraiment, il est très bien. Ok. Voilà. Sanaré, en tout cas, vraiment, je ne reproche rien. C'est un gars, vraiment, quand il est au milieu, il me semble qu'on est assuré un peu. D'accord. Donc pour vous, c'est le milieu de terrain. Oui. D'accord. C'est le milieu de terrain qui m'assure un peu. Il n'incite pas les autres, mais vraiment, il faut qu'il fasse un effort de plus. D'accord. Et quand il dit le milieu, il n'a qu'à faire tout possible pour alimenter la défense. L'attaque et la défense plutôt. L'attaque aussi que l'attaque. D'accord. OK. Merci beaucoup, M. Fofana Média. Oui. Et dans les buts, vous avez une préférence pour ce match à l'extérieur d'Orgelès? Oui, moi, je parie un peu sur Ayayou Foli, hein, depuis le Chan qui se transcende match après match. Avec les jaunes et noirs, il est monté en puissance, on sent beaucoup plus de la confiance. Après, c'est là que j'ai beaucoup aimé la science d'Hervé Renard. À ce moment précis-là, si vous faites confiance à Foli, je pense que ça va lui permettre de monter encore en puissance. Parce qu'en ce moment, on le sent beaucoup plus en confiance avec l'ASEC, avec le Chan qu'il a disputé. Donc aujourd'hui, se retrouver en équipe nationale, il lui permet au fur et à mesure de prendre ses marques. Nous sommes à l'extérieur, moins de pression, on ne sera pas à Boaké ou à Amsokro où on sera là, on sera loin, mais je pense que c'est à ces occasions qu'il faut permettre à ces gardiens-là de grandir. Donc pour moi, oui, Badra fait le job, mais j'ai bien envie qu'on donne la chance et puis la possibilité à Foli de monter encore en puissance. Sait-on jamais, la CAN arrive, et Henri Joël a parlé de Gboo qui n'était pas parti pour être titulaire, mais on a vu à la CAN, il a fait le job et puis en finale, sait-on jamais, ça peut être la CAN de Foli. Il faut lui faire confiance, je pense qu'il y a de la place. D'accord. On a M. Kone Ismaël qui nous appelle de Yopougon. M. Kone Ismaël, bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, ça va très très bien chez vous. Je vais très bien, merci beaucoup. Bon, on vous écoute, M. Kone Ismaël. Ok, d'abord je salue toute la table. Salut. Je connais. Ok. Bon, pour la question, je pense bien que le compartiment qui me rassure, je vais dire le milieu des terrains. Ok. Voilà, je pense bien que c'est le milieu des terrains parce que au milieu, nous avons de très grands joueurs. Voilà, tels que Sangaré Ibrahim, Seko Fofana, même s'il n'est pas présent au rassemblement. Il n'est pas présent encore, oui. Voilà. On a Jean-Michel et tout ça. D'accord. Voilà. Je pense bien que c'est le milieu qui me rassure, quoi, parce que la défense, là, je pense que c'est... Vous avez encore des doutes? C'est un peu... Voilà, j'ai vraiment des doutes. D'accord, ok. Voilà. Puis l'attaque aussi est un peu... Voilà. Je pense que c'est le milieu. Le milieu, franchement, le milieu me rassure. Ok, c'est bien compris. Voilà. Merci beaucoup, M. Kone Ismaël. Ok, merci bien. Bonne soirée à vous. Merci. En défense, Eric Bailly, est-ce qu'il doit continuer d'être celui auquel il faut tout bâtir? Roger Stéphane? Eric Bertrand Bailly, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. On a écouté Jean-Luc Gasset en conférence de presse. Il a sorti des mots très forts, très puissants pour défendre son défenseur. Il a dit que Eric Bertrand Bailly est rassurant. Il est dominant, il est impactant et il est écouté. Donc oui, je pense que ça va être le garçon sur qui va compter si, évidemment, il retourne de la compétition pour être dans la plénitude de tous ses moyens. Il peut nous faire du bon. J'avais dit en début d'émission que j'aimerais bien voir Ndika et Abaka. Malheureusement, ils ne sont pas là. C'est un peu dommage. C'est deux jeunes loups aux dents très longues qui sont grands, puissants, très forts, qui sont capables de former une paire assez intéressante dans ce milieu de terrain pour les éléphants, enfin dans la défense centrale pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Malheureusement, ils ne sont pas là. Maintenant, sur ce match face à la Zambie, quand je regarde ceux qui ont été convoqués, on ne sera peut-être pas surpris, je dis peut-être pas surpris, de voir Baye Deli Simon. On ne sera pas surpris de voir Baye Deli Simon par rapport à la liste qui est là. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça va donner? C'est des garçons qu'on connaît très bien, qui ont déjà beaucoup joué ensemble. Mais j'avoue que ceux que je voulais vraiment voir dans l'acte de la défense, en termes de texte, dans un match aussi difficile face à une bonne équipe de la Zambie, c'était ces nouveaux garçons-là. Malheureusement, ils ne sont pas là. Ouais. Mais j'avoue qu'en ce qui concerne Eric Bertrand Bailly, je vais faire confiance à Jean-Luc Gasset. Moi, j'aime Bailly. J'aime Bailly. Bailly, quand il est en pleine forme, il est très rassurant.
Il est très rassurant. Bon, malheureusement pour nous, il ne joue pas beaucoup en club. Donc, oui, ça grince un peu, ça envoie de la polémique. Mais s'il retrouve la plénitude de ses moyens, je pense que Gasset pourrait faire de lui le leader de sa défense. Mais ça encore, c'est conditionné. On attend de voir ce que la nouvelle saison va donner pour notre Bailly. Quel club il va choisir et quel sera le niveau de sa compétition et de ses performances. À partir de cet instant, on va peut-être l'intégrer et puis lui coller un jeune loup. Mais ça, on verra ce que Gasset va faire. Mais sinon, Bailly, je regarde, sur ce match-ci, si on pourrait peut-être le faire jouer un certain temps et puis après faire rentrer notre jeune pour le voir aussi en situation de jeu, dans une bonne adversité, ce serait pas mal aussi face à cette équipe de la Zambie. D'accord. Est-ce qu'il faut se faire du souci pour le couloir gauche, Buriago? C'est là où on n'a pas de double avec Justin Konan. C'est vrai, si demain il est blessé, on a beaucoup lancé des problèmes. C'est vrai que Doumbia Souleymane jouait très souvent là-bas, mais c'est vrai, on a besoin d'un monsieur dans ce couloir gauche-là pour apporter cette vitesse-là. Et Justin l'apporte très bien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une des problématiques pour Jean-Louis Gasset de trouver un second à Justin Konan. Et oui, en région Maxwell Koné qui avait été appelé, qui malheureusement est blessé, est remplacé par Diallo Chester. Ce qui veut dire que Maxwell Koné avait été appelé dans l'optique d'être la doublure, même s'il peut apporter sur le front de l'attaque, mais d'être la doublure de Ghislain Konan. D'où son absence a été palliée par l'arrivée de Diallo Chester. Diallo Chester, on l'a vu lors des JO, il était avec l'équipe olympique, capable de jouer dans l'axe comme sur le côté. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, après les JO, il est un peu perdu. Est-ce qu'aujourd'hui, il a la capacité de jouer sur le front sur ce flanc-là? Parce que dans le foot moderne aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de défendre. Il faut être capable non seulement de partir et de revenir. Est-ce que lui, il a les capacités de pouvoir le faire? On ne sait pas. Maintenant, est-ce qu'il pourra jouer sur ce match pour qu'on puisse véritablement le juger? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc voilà, pour l'instant, la seule certitude, c'est Ghislain Konan. Peut-être en allant à la CAN, si Koné, il est en plein vol, parce qu'à un moment, il a utilisé ce couloir. Il a joué sur ce couloir-là. Donc moi, je pense qu'on ne doit pas se faire beaucoup d'inquiétude, parce que si aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer Chester et qu'il y a la solution Koné qui puisse exister, on ne doit pas suffisamment se faire beaucoup de soucis. Mon Chester, je pense rapidement, Marie-Christine. Non, je reviens à vous tout de suite, Buriago, excusez-moi. On a M. Traoré Karim qui nous appelle de Mbengue. M. Traoré Karim, bonsoir. M. Traoré Karim? Bon, il est parti. Vous pouvez nous rappeler, M. Traoré. Buriago. Chester, il a ce pouvoir-là, il a cette capacité-là à jouer sur ce coup-là. Gauche, on a eu avec Aïdara en U23, c'est un combattant, il faut savoir lui parler. Il a cette capacité d'être très bon défenseur, difficile à passer et capable de se projeter. Maintenant, comme je dis, un joueur, c'est aussi un discours qu'il faut lui transmettre. Si ce discours passe bien, c'est un monsieur, c'est un guerrier, ce Chester. Oui, mais parce que quand on parle du couloir gauche des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est en comparaison au couloir droit. Le couloir droit est très bien fourni. Vous avez deux garçons, un ancien qui est le capitaine, qui est Serge Aurier, qui lui est dans le profil de celui qui peut rester sur place pour surveiller un ailier qui pourrait être redoutable. Oui. Vous avez un ailier redoutable, vous jouez avec Serge Aurier pour le contrôler, pour le maintenir, avec de temps en temps quelques montées fulgurantes pour envoyer un centre en retrait. Par contre, vous avez Senghor qui est plus jeune et qui est plus offensif. Oui. Si vous jouez sur une équipe qui joue avec deux pointes et qu'il y a de la place dans les couloirs pour appuyer les attaques offensives, vous jouez Senghor Wilfried et vous faites des débordements et des centres en retrait. Il a fait un joli centre d'ailleurs sur son dernier match avec cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, dans le couloir droit, on a deux très bons profils. Serge Aurier et Senghor Wilfried, qui sont deux garçons qui ont vraiment épousé ce couloir dans les éléphants, c'est très bien. Mais par contre, sur le côté gauche, oui, il y a un vrai problème. C'est vrai qu'on cite Doumbia, on cite Chester, mais ils n'ont pas la qualité des deux autres qui sont sur le couloir droit. C'est ça qui nous chiffonne un peu. Bon, maintenant, Ghislain Koné est là. Lui, il est le patron, il s'est bien assis dans son couloir, il est très bon dans le repli, il est très bien dans les phases offensives. Il devrait peut-être lui aussi chercher à travailler un peu plus la qualité de ses centres en retrait, parce que très souvent, il ne fait pas beaucoup de bons centres en retrait. Mais oui, il faut continuer de checker, continuer de chercher pour voir si on peut trouver un autre petit qui est capable d'être un véritable gaucher nominal, capable dans ce couloir-là pour accompagner Ghislain Koné. Mais c'est un peu dommage. Le côté droit est très bon, mais il manque un petit pied sur le côté gauche et c'est un peu dommage. D'accord. On a le public sportif ivoirien qui s'est exprimé sur la question LGT. On l'écoute. Eh bien, le compartiment qui me rassure le plus, c'est la partie du milieu. Parce qu'au milieu, nous avions deux leaders
qui sont Ibrahim Sangaré et Kessié. Je pense qu'avec ces deux-là, la Côte d'Ivoire peut aller de l'avant. Personnellement, je pense à la défense parce qu'un joueur comme Eric Bailly, qui vraiment joue un jeu fort dans le milieu défensif, je pense qu'avec un joueur comme celui-là, nous pourrons encore gagner plusieurs trophées comme la CAN de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui moi me rassure là-dessus, c'est l'attaque, hein, parce que pour la défense, je ne vois pas grand-chose. L'attaque est vraiment, quand on retrouve à l'heure dedans, moi déjà ça me rassure. Mais il a beaucoup de choses à prouver encore à l'équipe nationale. C'est bien ce qu'il fait à l'extérieur, mais à l'équipe nationale, si on sait bien l'utiliser, je crois que ça sera notre prochain Drogba. Le compartiment de jeu qui me rassure, c'est la défense. Et concernant la défense, je peux citer comme joueur Silla, Eric Bailly et Doumbia. Face à la Zambie, j'aimerais qu'ils rapportent la victoire. Et j'ai confiance en eux et je sais que la victoire sera pour la Côte d'Ivoire. Bon, pour moi, le compartiment de jeu qui me rassure le plus, c'est au niveau de l'attaque. Parce que nous avons des excellents attaquants tels que Massalin Gradel et Sébastien Haller. Ces deux-là, véritablement, ils sont des vrais tueurs devant les buts. Nos reporters ont pu capter aussi la séance d'entraînement des éléphants ouverte à la presse cet après-midi au lycée classique de Cocody. On regarde. J'ai dit, quand ils ont l'argent, elle veut boire. Le gars ne se sent même plus. Hein. Quand ils ont l'argent, voilà comment ils sont. On dirait qu'ils veulent plus quand ils marchent, ils s'en vont plutôt laisser sans plus. À la blessure de Maxwell, on a appelé Chester, qui était dans les montagnes, qui a pris la voiture et est venu directement. Et je l'ai remercié. Il y en a d'autres qui seraient restés aux Seychelles ou à Punta Cana. Il n'était pas aussi loin, mais il n'était pas obligé de... Il est là. Bien. Je veux vous féliciter du travail. Hier, j'ai vu une séance avec une concentration, avec une bonne humeur. J'aime ça. Oh, je me sens bien. Voilà, une bonne séance. Maintenant, on attend le match. Je pense c'est difficile dans cette période-là de pouvoir réunir tout le monde. Voilà, il faut féliciter ceux qui sont là. C'est vrai, c'est les vacances, donc c'est un peu difficile de s'arrêter et de revenir travailler. Mais bon, je pense qu'on a fait de très belles manières. Ça fait 3 jours qu'on est là, on a bien bossé. C'est la dernière séance aujourd'hui avant de partir. Elle était bonne avec de la bonne humeur. Maintenant, voilà, on va voyager et puis on va aller faire le boulot. Bien, tranquille, je pense que vous-même vous l'avez vu. Le groupe se porte bien. Il n'y a aucun problème. On est là pour progresser, donc on essaie de tous les jours être performant à l'entraînement et puis essayer de répéter ça en match. Donc ouais, non, tout le monde était content d'être là. Tout le monde est content d'être là. Maintenant, il faut faire le boulot.
Roger Stéphane et Dorgelès. Toutes les questions de profil, non. Les aléas du direct ne vous arrangent pas du tout. C'est affaire d'éléphant. Ça finit pas. Affaire d'éléphant, ça finit pas. Bon, Dorgelès, vous y étiez, un commentaire? Oui, donc on a posé la question comme ça au capitaine, quelle était l'ambiance au sein de l'état d'esprit de tout le monde. Il a dit oui, ça vit bien, ils sont confiants pour ce match-là, ils ont bien préparé parce que Henri Joël aussi était là-bas. Ah bon? C'était là? Vous étiez là, s'il vous plaît. Ça a répété les gammes, c'était bon enfant, voilà, on ne les a pas sentis stressés, ce sont des professionnels. Jean-Yves Kouassi a dit oui, il est prêt à jouer ce match-là, s'il n'est pas titulaire, il va donner le meilleur de lui-même. Et puis le capitaine Serge Aurier a rassuré tout le monde. Oui, ils savent, ils connaissent l'enjeu. On a essayé de brosser un peu le cas Seko Fofana. Il a dit pour l'instant, ils vont le faire avec ceux qui sont là. Le groupe respire bien et que c'est le plus important. Oui, c'est le plus important. Très bien. Bon, avant de passer au plus calé, arrêt sur image. Henri Joël. Sur quelle image? On regarde. Buriago. Non. Alors expliquez-nous, c'est quelle image? Cette photo, cette photo date de quand? On peut voir sur le grand écran pour Buriago, s'il vous plaît, un retour. Ah oui, cette photo-là, c'est Africa Jomo Cosmos, demi-finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. C'est Buriago, hein? Oui. Le grand monsieur, là. Oui, ça, demi-finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. On fait 2-2. À Johannesburg, et puis à Abidjan, ils prennent la valise 4-0. Je marque un but, au Colossi Gabriel, il passe par là, et puis Ahmed Ouattara. L'autre image, Buriago, je vois des joueurs que j'ai vu jouer là. L'autre image. Non, l'autre image, là où il y a la poignée des mains. Oui, là. Moi, je vois Ali Doumbia, personnellement. Buriago, Magui Serge-Alain. Oui, capitaine. Et puis Doumbia. Ouh là là. D'accord. Ah, quel Africa Sport. Quand on sortait avec ce maillot, ce short rouge là, ça faisait peur. À l'époque, c'est Zinsou qui était le président. Vous étiez magnifique dans le maillot. Vous savez quoi? Oui. L'Afrique est en Ligue 2 actuellement. Ouais. Non, c'est pas ce qu'on dit. Carton rouge. Carton jaune. Bon, on y va pour le plus calé. Il vient cacher la fête comme ça. Ils sont là. Le plus calé de ce soir, spécial football guinéen. Ah bon? Un petit coucou à la Guinée. Équipe A, Buriago, Henri Joël. Il est fort. C'est le spécialiste ici. Hein. Bon, donc cachez bien. Équipe B, Dorgelès et Roger Stéphane. Bon, on verra en fin d'émission. Première question. Quel est le joueur le plus capé de la sélection guinéenne? A. Naby Keïta. B. Titi Camara. C. Pascal Fandouno. A, B ou C? Équipe B, Dorgelès et Roger Stéphane. A, équipe A, C. C'est la réponse C. Pascal Fandouno, avec 85 sélections, il dévance Ousmane Ngom Camara et Isiaka Silla, qui comptent respectivement 73 et 72 sélections. Naby Keïta a été capé à 53 reprises. Deuxième question. Combien de finales de CAN ont été disputées par le Sili national? A, 0, B, 1, C, 2. 0, 1 ou 2. Équipe B, la réponse B. Équipe A, la réponse B. C'est la réponse B. La Guinée a perdu la seule finale de son histoire à la CAN face au Maroc, 1976. C'est bien, Roger Stéphane. On a demandé l'année. Troisième question. Lequel de ces anciens joueurs n'a jamais entraîné le Sili national? A. Chérif Souleymane. B. Titi Camara. C. Mamadi Souaré. A, B ou C? Équipe A, B, équipe B, C. C'est la réponse A. Chérif Souleymane. Titi Camara a été nommé sélectionneur national en mai 2009 à la suite de Robert Nouzaré. 5 mois plus tard, il a été remplacé par Mamadi Souaré, dit Passerela, un ancien capitaine de la sélection guinéenne.
Christy Camara qui est juste après devenu ministre des Sports. L'essentiel, on n'a pas eu le point, ils n'ont pas eu le point. Quatrième question. Combien de clubs guinéens ont remporté la Ligue des champions de la CAF? A, 1, B, 2, C, 3. 1, 2 ou 3? Équipe A, la réponse A. Équipe B, la réponse A. C'est la réponse A. 1. Le Afia Football Club est la seule équipe guinéenne à avoir remporté la Ligue des champions de la CAF. Il compte 3 titres, 1972, 1975, 1977 et 2 finales perdues en 1976 et 1978. Super, Marie-Christine. 5e et dernière question. Combien de joueurs guinéens ont été ballons d'or africains? A, 0. B, 1. C, 2. 0, 1 ou 2? Combien de joueurs guinéens ont été ballons d'or africains? Équipe A, la réponse B. Équipe B, la réponse B. C'est la réponse B. Chérif Souleymane est le seul joueur guinéen à avoir été ballon d'or africain. Il a été sacré en 1972, année de la première victoire du Afia en Coupe d'Afrique des clubs champions. Roulement de tambour. L'équipe victorieuse est l'équipe A composée de Begré Yago et d'Henri Joël. Bon, on y va, messieurs, pour les petits pas de danse grâce à la régie. Bon, on est en Guinée, là. Begré Yago. Les perdants aussi, là. Mauvais perdant. C'est la fin de la grande team de ce soir. C'est un petit coucou au pays frais de la Guinée. Malgré la triche. Merci beaucoup. Merci Marie-Christine. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Toujours un véritable plaisir. Merci. Henri Joël, toujours pour ce tohu bohu. Merci. Oui, il va prendre un carton rouge tout de suite. Merci Roger Stéphane. Merci Dorgelès. Je veux un carton. Voilà. Carton rouge à Henri Joël. Carton rouge à Marie-Christine. On se retrouve demain en direct, 20h30. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport. Allez, bye bye, à demain.